Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Amis auditeurs, amis auditrices, vous l'avez peut-être remarqué, mais ils y sont partout. Sur nos toits et nos jardins, sur les coques de smartphones, les parcs-mètres et certains panneaux de signalisation, sur les calculatrices, sur les parkings de grande surface, les camping-cars, sur Solar Impulse ou encore sur la départementale 164 dans l'Orne, dédicace à Madame Royale. Vous avez peut-être deviné de quoi je veux parler, les panneaux photovoltaïques. Convertissant la lumière dont nous abreuve le soleil en électricité, le panneau solaire fait partie de la grande famille des installations produisant des énergies renouvelables. Entre 2015 et 2016, la capacité de production d'énergie photovoltaïque mondiale a augmenté de près de 30% selon Solar Power Europe, organisation de lobbying pour le développement du solaire en Europe. Et toujours d'après cette même organisation, le développement de la capacité de production devrait suivre le même rythme de croissance dans les années à venir. Les scientifiques sont sur le coup car de nombreux défis technologiques sont encore à relever afin d'améliorer l'efficacité de tels dispositifs. Comme pour tout développement technologique, des enjeux politiques sont aussi à considérer. Le solaire est vu comme une opportunité de développement d'infrastructures de production d'électricité à faible coût dans les pays en voie de développement. Il y a quelques semaines, lors de son voyage en Inde, Emmanuel Macron a ainsi lancé avec 20 autres dirigeants l'ASI, Alliance solaire internationale, afin de pallier au paradoxe pour la centaine de pays situés entre les deux tropiques, je cite, d'être les plus ensoleillés au monde tout en profitant le moins de l'énergie solaire. Alors, le solaire va-t-il nous sauver ? Pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons Thomas Lepetit. Bonjour. Bonjour Jérémy. Professeur agrégé de physique à Polytech Nantes et chercheur associé à l'IMN, l'Institut des matériaux Jean Roussel. À mes côtés également Agathe Petit. Bonjour. Notre Élise Dusset, qui est partie se renseigner sur la filière industrielle du recyclage de panneaux solaires. Absolument. Répondez. On peut d'ores déjà le dire, des révélations vont être faites lors de cette émission. Et de l'autre côté du studio, Victor Lucas, aujourd'hui à la réalisation. Retrouvez tous nos podcasts sur labodesavoirs.fr. Physique quantique, un bilan mitigé. Alors en effet, la conférence de ce soir va tenter de formuler une synthèse définitive de l'héritage que nous a laissé cette bien ambitieuse théorie quantique. A-t-elle réellement réussi à déchiffrer l'infiniment petit ? Nous a-t-elle donné les clés de l'énigme atomique ? Physique quantique, révolution ou mascarade ? Merci Alexandre Astier de poser les vraies questions. Questions qui a un rapport avec notre sujet. Donc pour comprendre par quelle magie un matériau peut transformer de la lumière en électricité, il faut faire un tour dans le monde mystérieux de la physique quantique et s'intéresser à l'effet photoélectrique. Donc pourriez-vous nous expliquer, Thomas Lepetit, comment l'a-t-on découvert cet effet ? Alors, tout d'abord, l'effet photoélectrique est un petit peu différent de l'effet photovoltaïque. C'est un petit peu l'ancêtre de la découverte. Donc, c'est Becquerel, père et fils, Antoine et Edmond, qui l'ont découvert cet effet à la fin du 19e siècle. Et ils se sont aperçus qu'en éclairant un métal, on était capable d'extraire les électrons qui étaient à l'intérieur de ce métal, et donc de les faire passer dans un circuit extérieur et d'avoir un courant électrique, simplement en éclairant le matériau. Parce que juste on peut rappeler que finalement un courant électrique, déjà dans un métal, c'est un peu comme ça que ça marche. C'est on active en fait les électrons qui vont se déplacer d'atome en atome dans le métal. Alors dans le métal, en fait, les électrons, ils sont déjà libres. Pour les mettre en mouvement, il faut une tension. L'effet photoélectrique, c'était d'extraire les électrons en dehors du métal. D'accord. Donc c'était en fait apporter de l'énergie pour les libérer du matériau. L'effet photovoltaïque, on ne libère pas les électrons du matériau, ils restent à l'intérieur, mais par contre les électrons au départ sont liés à la matière et c'est l'énergie lumineuse qui va permettre de les libérer pour qu'ils puissent ensuite circuler dans le matériau. Et donc est-ce que cet effet photovoltaïque se fait aussi dans un métal ? L'effet photovoltaïque, c'est deux choses. C'est déjà la libération de l'électron par le photon, par l'énergie lumineuse, et ensuite la mise en circulation de ces électrons par une tension générée par l'accollement de deux semi-conducteurs différents. Alors, est-ce que vous pourriez juste nous
nous expliquer ce qu'est un semi-conducteur? Alors, un semi-conducteur, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est mi-conducteur, mi-isolant. Quand il est à l'obscurité, le semi-conducteur se comporte comme un isolant, c'est-à-dire que les électrons sont liés aux atomes qui constituent le matériau. Quand on l'éclaire, en fait, on va apporter suffisamment d'énergie pour libérer les électrons, les arracher aux atomes qui constituent le matériau, pour les rendre libres et que ces électrons puissent participer à un courant. Dans un métal purement conducteur, les électrons sont déjà libres. Il n'y a même pas besoin d'apporter de l'énergie supplémentaire pour libérer les électrons. Ils sont déjà disponibles pour participer à un courant. Si j'ai bien compris, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va illuminer donc ce matériau semi-conducteur pour pouvoir en fait permettre aux électrons de s'arracher à la matière en fait. En fait, en éclairant les matériaux semi-conducteurs, on va libérer les électrons et ensuite la tension interne résultant de l'accolement de ces deux matériaux semi-conducteurs va permettre de les mettre en mouvement. Alors, je vais simplement revenir sur la différence entre ce qu'on vient de dire et l'effet photoélectrique tel qu'il a été découvert à la fin du 19e siècle. C'était vraiment extraire les électrons du métal. D'accord. Là, nous, ce dont on parle, c'est délier les électrons de la matière, sachant que dans un métal, les électrons sont déjà déliés. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va réussir à mettre en mouvement ces électrons. Et en quoi est-ce que c'est important pour une cellule photovoltaïque? Il y a 3 familles de matériaux. D'accord. Il y a les isolants, dans lesquels les électrons sont liés à la matière. Il y a les métaux, dans lesquels les électrons sont libres de au sein du matériau. L'effet photoélectrique correspond au fait d'extraire les électrons du métal pour les amener dans un circuit extérieur. Et enfin, il y a les semi-conducteurs, dans lesquels les électrons sont peu liés à la matière et où simplement l'énergie lumineuse permet de les délier. Et donc, comment on passe de cet effet-là à produire de l'énergie? Alors, pour produire de l'énergie, il nous faut un courant et une tension. Le produit des deux va nous faire la puissance électrique, et l'intégration sur une période de temps va nous donner l'énergie. Donc, le courant, il nous faut des électrons. On peut voir le courant comme une rivière. Dans une rivière, il nous faut de l'eau et une pente pour pouvoir faire circuler l'eau. Donc, les molécules d'eau seraient les électrons, et pour avoir un courant, il nous faut une pente. La pente serait la tension. Donc, dans une cellule photovoltaïque, on va créer les molécules d'eau, entre guillemets, en tout cas les rendre libres de circuler, simplement en éclairant le matériau. Et pour créer la tension, la pente, en fait, on va accoler 2 matériaux semi-conducteurs, mais de 2 types différents, un type N comme négatif, un type P comme positif, et l'accolement des deux va nous permettre d'avoir une tension électrique, un peu comme une pente pour une rivière. Et cette pente, cette tension électrique va nous permettre de mettre en mouvement les électrons dans un circuit, et ensuite on va pouvoir utiliser ce courant électrique pour faire fonctionner nos appareils, des lampes, des moteurs, nos ordinateurs, etc. Très bien, donc là on commence un peu à entrevoir un peu le schéma global de la cellule. Donc on nous avait dit qu'il y avait 2 semi-conducteurs différents. Qu'est-ce qu'il faut comme autres ingrédients, entre guillemets, pour faire une installation photovoltaïque? Alors, d'abord au niveau de la cellule photovoltaïque, c'est une pile. Alors une pile, c'est constitué de 2 électrodes, une borne positive, une borne négative, et ensuite le constituant de la pile qui va nous permettre de délivrer la tension et le courant. Donc, dans une cellule photovoltaïque, nous avons 2 électrodes, le contact arrière, fait en général de molybdène, et puis un contact avant, mais qui doit laisser passer la lumière. Donc c'est-à-dire que ça doit être une électrode transparente. Et ça, c'est fait avec un oxyde transparent conducteur, par exemple de l'oxyde de zinc ou d'autres matériaux. Et ensuite, on a les 2 semi-conducteurs, un de type N, un de type P. La plupart des cellules photovoltaïques sont faites en silicium, et donc c'est des siliciums dans lesquels on a rajouté soit du bore, soit du phosphore, pour le rendre de type N ou de type P, et donc l'accolement des deux nous forme la cellule photovoltaïque. Ensuite, la cellule photovoltaïque, elle est interconnectée avec d'autres cellules photovoltaïques de manière à augmenter la tension ou augmenter le courant, de manière à pouvoir s'adapter à l'utilisation qu'on veut en faire. Et ensuite, donc ces modules photovoltaïques, on a besoin d'un onduleur. Un onduleur, c'est quelque chose qui va nous permettre de transformer l'énergie
continue en énergie alternative, le fameux 50 Hz qu'on a sur notre réseau électrique. Et puis des petits modules pour gérer en fait les flux d'énergie. Donc on a, si je résume, donc vraiment l'installation qui va permettre de recevoir la lumière et donc de faire les réactions que vous nous expliquez avec les électrons. Et ensuite, il y a tout ce qui va permettre de relier ça au réseau électrique. Exactement, si on est relié au réseau électrique. Si on n'est pas relié au réseau électrique, on peut directement consommer l'énergie sous forme continue. La plupart des installations, hormis les machines tournantes comme les lave-vaisselle ou machines à laver, fonctionnent avec de l'énergie continue. Nos téléphones, nos ordinateurs, n'importe quel appareil, en fait, c'est pour ça qu'on a des gros chargeurs à brancher, fonctionnent à l'énergie continue. Donc si on consomme directement l'énergie, on pourrait créer un réseau continu et la consommer directement. Si on veut l'injecter sur le réseau fonctionne avec de l'énergie alternative pour des raisons techniques de transport de l'électricité, pour limiter les pertes lors du transport. Nous sommes obligés d'avoir cet étage de conversion de l'énergie continue en énergie alternative. On commence à parler un peu donc de la composition de cette cellule et aujourd'hui, quand on s'intéresse un peu aux dispositifs qu'on peut trouver sur le marché, la plupart des technologies sont composées en silicium. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Ah oui, la raison est simple, en fait, c'est une raison purement historique. En fait, l'industrie photovoltaïque a bénéficié du développement de l'industrie de la microélectronique et de l'informatique. Donc les microprocesseurs des ordinateurs ou de nos téléphones en fait sont fabriqués à l'aide de silicium très très pur. Le photovoltaïque basé sur la technologie silicium a besoin d'un silicium beaucoup moins pur. Donc en fait au départ les cellules photovoltaïques étaient faites avec les rebuts de l'industrie de la microélectronique. Et donc, c'est ce qui a permis en fait de diminuer les coûts au départ et de pouvoir développer la filière assez rapidement. Le silicium fait-il partie justement de cette classe des semi-conducteurs que vous avez évoqué au début ? Alors oui, le silicium en fait est le semi-conducteur le plus utilisé avec le germanium et surtout il a un gap, alors on va y revenir un peu plus tard, c'est l'énergie justement de liaison des électrons avec la matière, c'est l'énergie qu'il faut apporter pour libérer les électrons. Le gap du silicium est à 1,12 eV. Électronvolt. Donc c'est une unité d'énergie adaptée justement à l'échelle de l'atome. Donc et cette énergie en fait est très bien adaptée pour convertir une grande partie du spectre solaire visible et proche infrarouge et en fait permet d'avoir des rendements de conversion avec une seule jonction, une seule cellule très élevés. Les cellules championnes actuellement convertissent plus de 25% du spectre solaire qui nous arrive en permanence sur Terre. Alors justement, on commence à parler un peu de chiffres. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire plus un peu sur les ordres de grandeur caractéristiques des cellules solaires ? Quelles sont les propriétés qui intéressent le plus les gens qui fabriquent des cellules solaires ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à optimiser ? Alors, tout d'abord, il s'agit de conversion d'énergie. Alors, l'énergie entrante, c'est l'énergie lumineuse, l'énergie électromagnétique, l'énergie de la lumière. À chaque instant, la puissance lumineuse qui nous arrive par mètre carré au sol est d'environ 1000 watts, 1 kW par mètre carré à chaque instant. Alors ça varie entre les pays, dans le désert ça peut monter jusqu'à 3 kW, et puis en Allemagne ou en Grande-Bretagne, où il fait un petit peu moins beau, c'est plutôt 800 watts, 0,8 kW par mètre carré. À Nantes, on est autour de 1200-1300 watts par mètre carré. Donc ça, c'est la puissance qui nous arrive en permanence à la surface de la Terre. Quand il fait jour. Quand il fait jour, exactement. La nuit, c'est 0. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est la convertir en énergie électrique. Et donc là, on va introduire ce qu'on appelle le rendement. Le rendement, ça va être la proportion d'énergie entrante qui va être transformée en énergie sortante, c'est-à-dire l'électricité. Donc actuellement, les rendements, ça varie un petit peu entre les technologies.
les rendements varient entre 15 et 20% pour les systèmes finis, globaux. À l'échelle de la cellule, c'est un petit peu plus élevé, mais pour les systèmes commerciaux, on est entre 15 pour les technologies en couche mince et 20% pour les technologies à base de silicium. Donc si on fait un petit calcul, en fait, c'est simplement, on peut produire environ entre 150 et 200 watts par mètre carré. Et ensuite, ça c'est la puissance. Si on veut le convertir en énergie, en kilowattheure, ce qu'on paye à EDF à la fin de chaque mois, il faut en fait l'intégrer, le multiplier par le temps d'exposition. Et donc, par exemple, si on a 200 watts par mètre carré, pendant 5 heures, nous allons produire 1 kilowattheure. Le fameux kilowattheure d'EDF. Donc, rendement, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on s'intéresse lorsqu'on fait une cellule solaire, par exemple l'épaisseur du panneau, ou quelles sont les grandeurs caractéristiques, vous pourrez nous... Alors, les grandeurs caractéristiques, il y en a beaucoup. Les grandeurs d'intérêt, le poids du panneau est important, notamment quand c'est installé sur les toits. Le poids du panneau est important et en fonction des technologies, les poids seront différents. Ce qui nous intéresse aussi, du coup, c'est le prix. Le prix, alors sachant que le prix, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, le prix du panneau en lui-même est très faible. Ce qui coûte cher maintenant, c'est les installations, les installateurs, ceux qui installent réellement les panneaux, et puis tout cet étage de conversion dont je vous ai parlé avant, toutes ces installations électriques, les câbles, les branchements, les organismes de régulation, etc. Tout ça coûte cher. Le panneau en lui-même, d'ici à quelques dizaines d'années, sera quasiment gratuit. Donc on vient de parler de rendement. Donc finalement, le rendement, c'est le rapport entre l'énergie qu'on retire grâce aux panneaux solaires et l'énergie qui va arriver dessus. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la majeure partie du spectre lumineux sera captée par le panneau photovoltaïque? Quelles sont les techniques en fait? Le panneau photovoltaïque va convertir en fait une partie du spectre solaire, et cette partie du spectre solaire dépend en fait du gap du matériau, c'est-à-dire de l'énergie minimum qu'il faut donner au panneau pour libérer les électrons à l'intérieur du panneau photovoltaïque. Suivant les matériaux, silicium ou autres matériaux semi-conducteurs, cette énergie minimale est différente. Donc on comprend bien qu'en fait, le spectre solaire, c'est un spectre continu d'énergie. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que quand on prend des coups de soleil, c'est dû aux ultraviolets. Les ultraviolets sont très énergétiques. Donc les ultraviolets vont, dans toutes les technologies, libérer les électrons. Mais par contre, plus on va vers les infrarouges, que nous on ne voit pas mais que les animaux peuvent détecter, les infrarouges, eux, sont peu énergétiques. Et donc, suivant les technologies, ces infrarouges vont pouvoir libérer des électrons ou pas. Et donc, suivant les technologies, nous allons convertir une partie plus ou moins grande du spectre solaire et donc produire plus ou moins de courant. Simplement, il y a toujours un compromis entre, je vous ai dit, l'énergie électrique, il nous faut et de la tension et du courant. Si on produit plus de courant, malheureusement, la tension sera plus faible. Et donc, il y a des optimums, des compromis à faire. Et suivant les technologies, finalement, on arrive toujours plus ou moins entre 15 et 20% de rendement. Il y a une autre possibilité pour convertir plus de lumière, c'est de concentrer la lumière. Donc ça, c'est pas des technologies qui sont accessibles aux particuliers. C'est dans des grandes fermes solaires. Il y en a une dans le sud de la France, où en fait, on a des miroirs qui vont venir concentrer la lumière sur une cellule dite à haut rendement. Alors, c'est des cellules qui coûtent très cher, qui ont été développées en arsénure de gallium, qui ont été développées dans le cadre des programmes d'exploration spatiaux. En fait, en venant concentrer cette lumière sur cette cellule à haut rendement, ça la permet aussi de produire plus d'énergie. Donc ça va être l'heure d'une première pause musicale. Je vous laisse planer avec Dave Bixby, Morning Sun. Kiss
Le son des sciences au Labo des Savoirs. Passons maintenant à la pratique. Le solaire pourrait-il faire face à nos besoins croissants en énergie, ou ceux-ci ne pourront-ils être comblés que par les ressources traditionnelles ? Nous ne sommes pas les premiers à nous poser la question. Non, ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. Qu'est-ce que j'ai dit là ? Le convecteur temporel ? Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts ? 2,21 gigawatts ? Mon Dieu ! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt ? Alors, pourrions-nous atteindre ces fameux 2,21 gigawatts en posant des panneaux solaires sur le toit d'une DeLorean ? Il ne reste plus qu'à améliorer les technologies existantes, et c'est ce que vous faites dans vos travaux de recherche, Thomas Le Petit. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un petit jeu pour vous à la maison ou dans les écouteurs, et bien sûr pour vous qui êtes dans le studio. Voici plusieurs propositions, à vous de me dire si cela produit de l'énergie ou non. Une cellule à silicium. Oui. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Simplement, exactement comme on a dit tout à l'heure, 2 couches de silicium un petit peu améliorées, avec 2 bornes métalliques ou en oxyde transparent conducteur, hein, et puis simplement en l'éclairant, on a la tension, le courant, et donc on produit de l'énergie électrique. Alors sur ma feuille, j'ai noté monocristallin, polycristallin et amorphe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la différence entre ces 3 types ? Alors, le silicium, en fait, est fait à base de silice. La silice, c'est du sable. Et c'est de la silice purifiée, c'est-à-dire amenée à haute température, et puis qui va cristalliser un petit peu différemment. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle des cristaux, des monocristaux, donc un gros cristal sans défaut, de silicium pur. Donc ça, c'est la technologie la plus performante, hein, qui atteint plus de 25% de rendement à l'échelle de la cellule, puisque finalement, il n'y a quasiment pas de défaut au niveau matériaux, au niveau des empilements des atomes, et donc très peu de défauts électroniques, qui peuvent limiter un petit peu le courant électrique. En fait, après, on s'est rendu compte qu'on pouvait se permettre, non pas d'avoir un seul gros cristal au niveau de la cellule, mais plusieurs cristaux, plus ou moins gros, et finalement des défauts simplement entre les cristaux, mais qui ne sont pas tellement gênants, puisque le courant pourra passer, se frayer un chemin à travers l'empilement. Et puis le silicium amorphe, c'est encore différent, c'est-à-dire que là, on n'est pas du tout cristallisé, ni petits ni gros cristaux, simplement ce sont des atomes de silicium plus ou moins mis ensemble de façon aléatoire. Une sorte de bouillie en fait. Exactement. En couche mince, donc beaucoup plus fin. Et là, finalement, on est suffisamment fin pour que les électrons arrivent encore une fois à se frayer un passage. D'accord, donc en fait, toutes les différences, c'est juste une question d'organisation de la matière. Exactement. Et donc de faciliter plus ou moins le passage du courant à travers cette matière. Exactement. Est-ce que ça a une influence sur le rendement justement ? Évidemment. Plus on est bien organisé et plus le rendement est important. Hein. Donc le silicium monocristallin, comme je vous ai dit, 25% de rendement à l'échelle de la cellule. Le silicium polycristallin, 20-22%. Et puis le silicium amorphe, un petit peu en dessous encore. Donc, question, est-ce que plus on vit dans un pays où l'ensoleillement est fort, plus on a intérêt à utiliser un certain type de silicium ? Non. Bien que suivant les technologies, l'électricité produite en fonction du temps, donc c'est un temps ciel clair ou ciel nuageux, ça peut un petit peu influencer l'électricité produite. Mais simplement, qu'on vive dans un pays où il y a beaucoup de soleil ou peu de soleil, finalement, pour produire la même énergie, il faudra simplement plus de surface. Ok. Très bien. Alors, proposition suivante. Une cellule de convection. Oula. C'est un truc non, science-fiction, je ne pense pas. Non, c'est du climat. C'est ce qu'il y a entre les zones de température chaude et température froide, et ça fait du vent. Voilà. Une cellule de dégrisement. Ça en redonne. Ça redonne de l'énergie, exactement. Mais pas de l'énergie électrique. Une cellule de Grätzel. Oui. Oui. C'est une autre technologie, autre que le silicium ou les couches minces, une technologie plus ou moins émergente.
Une cellule de Zygarde. Pas à ma connaissance. Alors non, c'était un truc de jeu vidéo, hein, dédicace à tous les chasseurs de Pikachu. Une cellule Excel. Ça en fait perdre. Ça fait perdre de l'énergie, ça. Ça fait perdre de l'énergie. Clairement. Il faut de l'électricité pour... Et enfin, une cellule en couche mince. Oui. Oui, et donc ça, c'est justement votre sujet de recherche, Thomas Le Petit. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? Quelles sont les avancées que vous recherchez sur ce sujet-là? Alors, les panneaux à base de couche mince sont déjà des panneaux développés à l'échelle industrielle, au même titre que le silicium. Ils représentent environ 10 à 15% du marché. Et contrairement au silicium, les panneaux sont faits de façon monolithique. Alors ça, c'est un gros mot, c'est simplement, c'est fait d'un seul bout, et ensuite on vient graver les cellules a posteriori. L'avantage de cette technologie, c'est que la fabrication est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère. Alors je vais revenir sur le silicium. Le silicium, pour fabriquer les panneaux, il faut d'abord créer la cellule. La cellule est faite de silicium, donc on va créer ce qu'on appelle des lingots de silicium, des espèces de carottes, où on va ensuite scier cette carotte pour fabriquer ce qu'on appelle des wafers. Les wafers, des substrats, en français, voilà, de forme ronde. C'est pour ça que sur les panneaux en silicium, les cellules sont plus ou moins rondes. Ensuite, on va traiter les siliciums, type N négatif, type P positif, et ensuite on va les accoler et les coller sur le substrat de verre, d'accord ? Et puis avec le contact arrière, la borne positive. Donc beaucoup d'étapes finalement de collage et d'assemblage. Voilà, une fois qu'on a collé ces cellules, il va falloir les interconnecter. Mais ça, c'est un humain qui va venir vraiment interconnecter avec des fils, etc. C'est compliqué, c'est long et c'est coûteux. Et en plus, les substrats, les wafers, ne sont pas fabriqués et assemblés au même endroit de la planète. Il n'est pas rare de voir un panneau de silicium qui, en fait, pendant sa fabrication, a voyagé à travers toute la planète. Une fois qu'on a interconnecté ces cellules, il faut encapsuler le panneau et ensuite, il y a encore tout un tas d'étapes et c'est relativement long finalement. Les technologies en couche mince, on prend un substrat de verre et on va venir pulvériser les différents matériaux comme un millefeuille ou des lasagnes, une à une, les unes sur les autres. Et finalement, pour certains panneaux, le temps nécessaire pour la fabrication de ce panneau est inférieur à quelques minutes. Les cellules sur lesquelles je travaille sont des cellules à base de CIGS, disélénure, de cuivre, d'indium et de gallium. Retenez bien ça. C'est en fait un alliage de 4 éléments qui a des propriétés semi-conductrices. Le problème lors de la fabrication industrielle de ce panneau, c'est qu'il faut casser la chaîne du vide. La pulvérisation des matériaux se fait sous vide, sous une pression très très faible, et venir les tremper dans ce qu'on appelle un bain chimique. Un bain chimique avec des substances plus ou moins toxiques. Et donc ça, industriellement, c'est coûteux, compliqué à gérer, et ça augmente le temps de fabrication des panneaux. Donc ça, en fait, industriellement, on voudrait vraiment supprimer cette étape et pouvoir faire tout, ce qu'on appelle inline, en ligne, c'est-à-dire de A à Z, on rentre le panneau de verre et en sortie, on a le panneau fini. Voilà. Et donc mes recherches, c'est simplement de travailler sur les méthodes de dépôt pour ensuite pouvoir tout faire, l'ensemble des étapes de fabrication du panneau sous vide. D'accord, donc l'idée c'est en fait on mettrait la plaque de verre dans une machine, on appuie sur un bouton et ensuite on ressort quand c'est cuit. C'est ça ? Exactement. Alors la machine, il y en a plusieurs mis bout à bout avec un tapis roulant. D'accord. Mais étape par étape, on vient déposer les différents matériaux constituants de la cellule et en sortie, on a le panneau terminé. Très bien. On parle de couche mince, mais qu'est-ce que c'est comme échelle ça, mince ? Alors, couche mince, c'est l'échelle en fait du micron. Le micron, c'est le millième de millimètre. D'accord. Et donc, finalement, les différentes couches constituantes des panneaux en couche mince sont de l'ordre de 1 à 3 microns. Donc, 1 millième de millimètre. C'est quasiment le diamètre d'un cheveu, je crois. Ça, même un peu moins. C'est ça. Et donc, justement, vu que c'est une échelle qui est très petite,
comment vous faites en fait pour manipuler de tels matériaux? Comment vous faites pour les observer, pour les analyser? Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir simplement la couche de matériaux, elle serait trop cassante. Donc on les dépose sur des substrats verts qui, eux, font 3 mm, 1 à 3 mm. Ensuite, pour aller les observer, on a différentes techniques, donc des techniques d'imagerie. Alors, c'est de la microscopie non pas optique mais électronique qui va nous permettre d'aller finalement à l'échelle quasi atomique et de voir en fait les défauts matériaux, aux interfaces, etc. Et on essaye finalement, nous, de corréler, donc d'essayer d'établir un lien entre les méthodes de fabrication, de dépôt, et les défauts au niveau matériaux et au niveau électronique. D'accord, donc finalement c'est un peu de l'observation indirecte en fait, c'est ça? C'est ça, c'est de l'essai-erreur. Alors des fois on a aussi des théories physiques, mais la plupart du temps c'est de l'essai-erreur. On fabrique le matériau, on va voir concrètement à quoi il ressemble, on teste ses propriétés optoélectroniques, on l'éclaire, on regarde le courant qui sort, etc. etc. Et ensuite on corrèle ça aux méthodes de dépôt qu'on pourra ensuite exporter au niveau industriel. Donc cela concernait la fabrication du panneau. Il y a aussi une autre question qui revient très souvent dans les débats au sujet des panneaux photovoltaïques, c'est est-ce vraiment une technologie verte? Et surtout en fait lorsqu'on pose la question de la fin de vie du panneau, est-ce qu'on va pouvoir facilement le recycler? Je crois que c'est Agathe qui s'est intéressée à cette question. L'avenir du photovoltaïque ne se fera pas sans penser au recyclage, n'est-ce pas? Oui, absolument, Jérémy. En fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est finalement l'un des rares produits dont on a pensé le recyclage en même temps que la conception. La question est donc assez primordiale, et ce pour 3 raisons principales. La première est bien la cohérence de la démarche. A priori, les détenteurs et détentrices de panneaux solaires sont soucieux et soucieuses de l'environnement. Un scandale des déchets, eh bien, ça ferait un petit peu tâche quand même. Deuxièmement, absolument tout dans le panneau se recycle. Et enfin, c'est obligatoire depuis 2014 en France, 2012 en Europe, je crois que c'est ça. Alors l'éco-organisme qui gère le recyclage dans le monde entier s'appelle PVcycle. Il a été créé en 2007. C'est une association à but non lucratif qui collabore avec des entreprises nationales dans le cadre de ces opérations de recyclage. Dans l'Hexagone par exemple, eh bien, c'est Veolia qui en 2017 a remporté l'appel d'offres pour recycler les panneaux photovoltaïques en France. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait désintéressé. L'entreprise a flairé le marché à venir. Les progrès technologiques sont tels que les investisseurs ont intérêt à renouveler rapidement leurs installations, que ce soit pour les fermes photovoltaïques, les toits des panneaux industriels et même pour les particuliers. Puisque c'est obligatoire, vous allez me dire qui finance le recyclage? Eh bien, au même titre que pour les réfrigérateurs, les machines à laver ou tout autre déchet électrique et électronique, chaque vente de panneaux est soumise à une éco-contribution pour financer la collecte quand il arrive en fin de vie. Alors avant de parler du recyclage en tant que tel, il faut savoir que les modules photovoltaïques ont une durée de vie relativement longue de 25 ans en moyenne. Mais, alors ça, c'est ce qu'on nous dit un peu partout, mais les premières cellules qui ont été mises en place dans le cadre de la recherche dans les années 60 sont encore à peu près 90% de leur rendement, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on peut en tirer les conclusions qu'on voudra. Alors si en Allemagne, qui est l'un des plus gros producteurs de panneaux photovoltaïques de l'Union européenne, les premiers spécimens sont arrivés à échéance au début des années 2010, eh bien en France, le recyclage est globalement alimenté par les appareils défectueux. Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'y est mis plus tard, tout simplement. Alors, comment recycle-t-on un panneau photovoltaïque? Je le disais en introduction de cette chronique, les panneaux photovoltaïques peuvent être intégralement recyclés. L'essentiel à récupérer dans un panneau photovoltaïque, c'est le verre qui représente 65% de son poids. Viennent ensuite les métaux, l'aluminium et le cuivre notamment. Le silicium traité thermiquement, c'est-à-dire dans un four. Et le plastique et les joints qui assurent son étanchéité et qui sont eux aussi brûlés lors du traitement thermique. C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. Un produit fabriqué est déconstruit, il redevient une matière première, bouteille en verre, canette en aluminium, matériaux d'isolation. Les cellules en silicium sont pour leur part la plupart du temps soumises à un procédé de purification, on pourrait même dire de repurification, qui va permettre leur réutilisation dans des nouveaux modules solaires. Rien ne se jette, tout se transforme. Depuis le 1er janvier 2018, un peu moins de 3,8 millions de tonnes de panneaux photovoltaïques ont été recyclés en Europe. Il y a 10 ans, en 2008, il y en avait 3800 en 10 ans. Donc la quantité de panneaux photovoltaïques recyclés a été multipliée par 1000.
Bien joué. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas on peut l'interpréter comme ça. Donc là, on vient de parler des panneaux en silicium, mais j'imagine que le procédé de recyclage est différent pour les panneaux en couche mince. Alors comme vous l'avez dit, il y a la possibilité de recycler thermiquement ou de recycler chimiquement, c'est-à-dire d'abord de broyer le panneau, hein, après avoir enlevé évidemment les 2 couches de verre et le cadre en aluminium, et puis d'attaquer spécifiquement telle ou telle espèce avec d'autres espèces chimiques. Voilà. Donc c'est plus coûteux, c'est peut-être moins vert, hein, mais ça permet de recycler l'ensemble des constituants du panneau. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais élèves sur le recyclage dans le monde ? Alors j'imagine qu'en Europe, il y a un peu les pays en pointe, l'Allemagne notamment. Alors je pense qu'en Europe, on est assez leader en termes de recyclage. Mais je pense qu'en fait, la filière de recyclage n'en est qu'à ses débuts, de par le fait qu'en fait, il n'y a pas encore beaucoup de panneaux à recycler. Hein. Comme vous l'avez dit, c'est uniquement les panneaux défectueux, et j'ose espérer qu'il y en a peu. Donc on n'est pas encore confronté à la vague qui va arriver avec les premières générations de panneaux. Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, on est prêt. PVcycle est là depuis un moment et ça devrait bien se passer. Au même titre que toutes les autres filières électroniques, je pense que dans certains pays, il y aura un problème lié au recyclage de ces appareils électroniques, mais ni plus ni moins que les autres filières électroniques. Et je pense que c'est à nous, Européens ou pays occidentaux, d'insuffler la méthode de recyclage et de proposer des solutions viables à la fois économiquement et d'un point de vue environnemental pour aider ces pays à également recycler les panneaux photovoltaïques. Bah là-dessus, je crois qu'on peut compter sur l'Allemagne quand même. Nous, en France, on a un peu de mal à sortir du nucléaire, mais... C'est vrai qu'à chaque fois qu'on pose la question du photovoltaïque à n'importe quel Français, la première question qui vient est le recyclage. Donc je pense que les lobbies du nucléaire français ont bien fait leur travail. Et donc justement sur la question plus générale de est-ce une énergie verte ? Donc là on a parlé du recyclage, mais sur l'ensemble du cycle de vie, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'en effet la technologie est peu polluante ? Alors, moi, j'ai pour habitude de dire que l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, je pense que il faut revoir aussi un petit peu notre façon de consommer l'énergie électrique, notamment en France, où en fait, la plupart des installations de chauffage sont électriques. Or, on se chauffe plutôt la nuit. Donc ça suppose en fait un stockage de l'électricité pendant la journée, pendant le temps de production des panneaux, pour pouvoir l'utiliser la nuit. Ou alors revenir à des chauffages plus conventionnels d'énergie thermique. L'énergie produite par les panneaux photovoltaïques est une énergie verte, c'est-à-dire que le temps qu'il faut pour rembourser l'empreinte écologique qu'il a fallu pour créer les panneaux est bien inférieur au temps d'utilisation des panneaux. Hein. Il faut à peu près 2-3 ans pour à la fois avoir un retour sur investissement financier et rembourser l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie grise, l'énergie qu'il a fallu pour créer le panneau en lui-même. Alors en fonction des technologies, ça varie. Hein. Le silicium, c'était ça, quelques 2 à 3 ans. Pour les couches minces, c'est un peu plus faible de par la facilité de réalisation industrielle. Maintenant, s'il y a une étape de stockage, notamment électrochimique, là, l'énergie devient moins verte. Parce que on parle de batteries concrètement. Concrètement, les batteries électrochimiques, qu'elles soient au plomb ou au lithium, là, pour le coup, c'est une catastrophe écologique. Et cette étape de stockage, du coup, enlève un petit peu de l'intérêt de ces énergies vertes. Maintenant, il faut savoir que depuis 1 an, on peut directement autoconsommer son énergie électrique produite. Avant, on n'avait pas le droit. Donc simplement, on installe des panneaux photovoltaïques sur son toit et puis on consomme l'électricité au moment où elle est produite. On fait tourner sa machine à laver à midi
quand le soleil est au zénith, son lave-vaisselle, etc. Et en fait, finalement, on a peu besoin d'électricité la nuit, hein, hormis le chauffage. Alors, juste pour fixer les idées, hein, hors chauffage, les besoins électriques pour une famille de 4 personnes sont d'environ 3 kW, 3000 watts. Donc si je reviens au rendement de 15% environ, hein, le rendement les plus bas, ça nous fait 150 watts par mètre carré. Ce qui signifie que finalement, avec 20 mètres carrés de panneaux, on est autonome électriquement. Alors ça, encore une fois, j'insiste, c'est hors chauffage. Où là, il faudrait plutôt 8 à 9 kW pour une famille de 4 personnes. 20 mètres carrés de panneaux, donc 4 mètres sur 5 mètres, suffirait en fait pour avoir suffisamment d'énergie, hein, avec peut-être une petite solution de stockage, de manière à pouvoir, je sais pas, regarder un film le soir ou allumer la lumière. Ça peut être pratique. Donc Agathe, sur votre terrasse, 20 mètres carrés de panneaux? J'ai pas une terrasse de 20 mètres carrés, mais c'est l'occasion de l'agrandir. J'en parlais à mes voisins. Justement, comment en fait cette énergie électrique s'intègre au réseau? Parce que comme vous l'avez dit, c'est une énergie qui est un peu compliquée à gérer parce qu'elle est intermittente. Et c'est vrai qu'en France, nous, l'intermittence, on a un peu du mal avec ça. Donc... Alors, il y a 2 problèmes. Le problème de l'intermittence, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas produite en continu. Et on a des modèles de prédiction météorologiques, etc. Mais les aléas de la météo font qu'on ne produit pas déjà toute la journée. On ne produit pas au même niveau, parce que les panneaux sont orientés d'une certaine façon. Et donc le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc forcément, l'orientation optimale n'est pas là pendant toute la journée. Donc ça, c'est une première chose. Donc la production n'est pas constante et ça, c'est compliqué à gérer sur le réseau. Et puis, on ne produit pas la nuit. Bon, ça, c'est le premier problème de de ces énergies. Le deuxième, c'est que on produit de l'énergie continue. Or, sur le réseau, comme ça a été dit, c'est de l'énergie alternative et donc il faut convertir l'énergie continue en énergie alternative à l'aide de convertisseurs statiques, hein, des petits interrupteurs en fait, qui vont hacher l'électricité et permettre de l'injecter sur le réseau. Le problème, c'est que cette énergie n'est pas propre. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des harmoniques de courant. Donc elle n'est pas propre d'un point de vue signal, c'est ça? D'un point de vue signal, exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas une belle vague, une belle sinusoïde, c'est plutôt quelque chose de haché, hein, avec des fortes variations, des petits parasites. Sauf que des petits parasites, quand on parle de puissance électrique, notamment de grosse puissance, hein, ça peut poser problème aux industriels, notamment. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour retirer ces parasites? Alors oui, il existe des solutions de filtrage. Il existe aussi, par exemple, les éoliennes peuvent aider, hein, à filtrer, à absorber une partie de l'énergie réactive, par exemple. Il existe un tas de solutions, mais encore une fois, plus on utilisera ces convertisseurs, plus il faudra développer ces solutions par la suite. D'accord. Et en France, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on parle souvent justement de retard. Tout à l'heure, vous avez évoqué un peu le lobby du nucléaire. Est-ce que c'est des problèmes qui sont à l'heure actuelle traités? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se développer? Alors, je crois que l'énergie photovoltaïque en France ne se développe pas beaucoup, hein, en tout cas beaucoup moins que chez nos voisins, notamment les Allemands, les Italiens, les Espagnols. Moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, EDF martelait que si on dépassait 10 à 15% d'énergie renouvelable, de toute façon, on écroulerait le réseau et qu'on ne pouvait pas aller au-delà, que l'architecture n'était pas faite pour cela, etc. Là, à l'heure actuelle, par une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, en Allemagne, à midi, 65 à 70% de l'énergie électrique est produite par le photovoltaïque. Et le réseau allemand tient, et tient très bien. Donc, finalement, les efforts en termes d'infrastructure, de gestion du réseau, hein, RTE fait ça très bien, hein, est leader au niveau européen là-dessus. On sait gérer ces intermittences, on sait gérer ces nouveaux problèmes qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Maintenant, je pense que le développement de l'énergie photovoltaïque se fera aussi par l'autoconsommation.
l'autoconsommation, comme je l'ai dit, qui a été autorisée il y a 1 an et qui va permettre en fait surtout de limiter les besoins sur le réseau électrique. D'accord, donc imaginons, je suis convaincu, je vais installer des panneaux solaires sur le toit de ma maison. Combien ça me coûte ? Est-ce que ça coûte cher ? Alors, en fait, jusqu'à l'année dernière, ça coûtait très cher. Environ 15 à 16 000 euros, par exemple, pour 3 kW de panneaux. Pourquoi ? Parce que on devait enlever le toit de sa maison, les tuiles ou les ardoises, et intégrer les panneaux à la toiture. Me demandez pas pourquoi, moi je pense que c'est les lobbies qui ont fait ça, parce qu'on ne fait pas ça chez nos voisins européens. Et donc ça coûtait 15 000 euros, parce que finalement il fallait refaire une toiture. Mais on avait un beau toit après. Alors je sais pas, surtout une fois que les panneaux, 30 ans après, on veut les changer, il faut refaire encore une fois la toiture. Donc c'était compliqué. Et en plus, les couvreurs n'étaient pas électriciens, et les électriciens n'étaient pas couvreurs. Donc il y avait plein de problèmes, ça coûtait très cher, on a eu beaucoup de crédits d'impôt, d'aides de l'État, etc. Finalement, en Allemagne, il y a eu un petit peu d'aide au départ pour soutenir le développement des filières industrielles, mais très vite, ils ont coupé ces aides et finalement, pour une même installation, en Allemagne, cela coûtait moins de 3 000 euros. Alors actuellement, pour installer des panneaux sur son toit, c'est beaucoup moins cher parce que maintenant on peut directement déjà les poser sur le toit sans les intégrer au toit et on peut autoconsommer. Donc en fait, pour pouvoir revendre à EDF, il fallait l'intégrer au toit. Maintenant on peut autoconsommer, donc on n'est plus obligé de l'intégrer au toit. Et ça révolutionne les installations. Maintenant, pour moins de 10 000 euros, on peut installer des grosses installations. Et ça peut être encore moins si on le fait soi-même. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui coûte cher ? Est-ce que c'est le panneau en lui-même ? Parce que tout à l'heure, vous me disiez que c'était quasiment gratuit, en fait. Ou c'est justement tout ce qu'il y a derrière, l'installation, la structure ? Alors oui, j'ai dit quasiment gratuit. Dans quelques dizaines d'années. Pour l'instant, le prix du module correspond encore à 20-25% du prix total de l'installation. Derrière, il y a déjà le coût de l'électronique, le coût d'installation et des rails, les rails sur lesquels on vient poser les panneaux, en plastique ou en aluminium, coûtent quasiment plus cher que les modules. C'est quelque chose qui peut paraître surprenant, parce qu'en fait, il y a eu une telle pression sur le prix des panneaux photovoltaïques qui sont très très peu chers. Et finalement, de l'aluminium ou du plastique coûte plus cher. Incroyable. Voilà. Alors, ce qu'on appelle la balance of system, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour du système, tous les coûts annexes. Il faut prendre aussi en compte, notamment pour les grosses installations, l'immobilisation des capitaux financiers qui permettent de financer l'installation. Et ça, c'est encore une fois non négligeable. Voilà. J'ai une question qui peut paraître bête, mais on est obligé de les poser sur le toit ? Ah non. On peut les poser à même le sol, sur les toits des immeubles, etc. Simplement, il y a une orientation optimale qui varie suivant les latitudes, mais entre 30 et 45%, on va dire, qu'il faut respecter. Donc si on ne les installe pas sur un toit qui a déjà une pente optimale, il va falloir les installer sur des rails. Et j'ai une petite question médium pour vous. Comment envisagez-vous, vous ou votre équipe de recherche, la place de cette technologie justement d'ici 15 à 20 ans ? Alors, quelle technologie ? La technologie photovoltaïque ? Ouais. Alors, comment j'imagine le photovoltaïque ? J'imagine que ça va se développer énormément, même en France. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'on installe tellement de panneaux qu'on est capable de dire combien de panneaux ont été installés uniquement 2 ans après. L'Agence internationale de l'énergie est incapable actuellement de dire combien de panneaux ont été installés en 2017. Et à chaque fois, les chiffres dépassent les prévisions les plus optimistes. C'est-à-dire qu'on est sur une courbe quasi exponentielle. Donc, on s'attend à ce qu'à un moment, le marché se stabilise, mais ça se développe énormément. Pendant le temps de cette émission, des milliers et des milliers de panneaux ont été installés pendant que nous parlions. Merci Thomas pour cette image impressionnante. Toujours d'après cette même agence internationale de l'énergie, nous recevons chaque année à la surface des continents près de 1800 fois la consommation énergétique mondiale.
La conversion de cette énergie en électricité est rendue possible grâce aux propriétés électriques des matériaux que nous avons pu décrire lors de cette émission. Certains sont encore à l'heure actuelle étudiés dans les labos afin qu'ils révèlent leurs secrets, mais ce travail sera vain sans que l'on réfléchisse à leur utilisation de façon plus large, de la fabrication au recyclage des panneaux, en passant par le stockage et l'intégration au réseau électrique. Ce raisonnement vaut d'ailleurs pour toutes les énergies intermittentes. La transition sera loin d'être évidente, mais elle n'est pas impossible. En Corse et dans les îles d'outre-mer, près de 30% de la production d'énergie est intermittente selon EDF. Mais cela, c'est une autre histoire. Merci encore à Thomas Le Petit d'avoir accepté notre invitation, à Agathe Petit pour sa participation à l'émission et à Victor Lucas pour la réalisation. À la semaine prochaine.